comme le programme l'indique, nous sommes des avocats. Et je ne sais pas si vous avez vu dire, ça c'est l'avantage de faire cette présentation juste la veille. Dans Droit Inc., il y avait un article sur lequel les avocats, Droit Inc., je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu l'équivalent du Journal de Montréal pour les juristes. Et on faisait état donc d'une étude d'un psychologue américain qui évoquait que les avocats ont des cerveaux différents. C'était hier, 15 heures, que ça a été sorti. Et il montrait notamment la résistance au changement qui est inhérente à cette profession-là. Et c'est vrai qu'on est des réactionnaires par essence, je dirais, on est toujours basé sur une ancienne loi, une ancienne jurisprudence. On travaille toujours avec une sorte de rétroviseur comme mode de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le privilège de diriger un mouvement stratégique. Catherine en fait partie, comme membre du CRDP. Mais Christine et Daniel également nous ont fait l'honneur de participer comme chercheurs collaborateurs à ce programme-là, où on s'intéresse justement à une société en totale évolution qui est confrontée à des changements de plus en plus fréquents. L'autre élément, évidemment, plus précis, sur lequel je m'intéresse en particulier, c'est les techniques en général, les technologies, techniques, je ne vais pas faire la distinction de définition entre les deux, mais par rapport aux techniques, j'aime beaucoup me baser sur un philosophe, Bernard Stiegler notamment, qui évoquait le terme de pharmacon, le terme grec de pharmacon, qui réfère en grec à la fois au remède et à la fois au poison que constituent certaines techniques. Et il va plus loin en disant que toutes les techniques en fait ont cette double composante de poison, mais également de remède. Et relativement à la santé mobile, c'est une belle illustration de cette ambivalence, dans la mesure où, effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, il y a des applications, des solutions véritables qui sont produites grâce à ces applications-là. Donc il y a vraiment des raisons de se réjouir de cette situation-là. Et puis il y a plusieurs rapports gouvernementaux, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, qui évoquent l'intérêt, à bien des égards, en termes de santé publique, mais aussi en termes d'économie, d'utiliser ces données, de les traiter, en fait de les faire parler. Comme le montrait il y a quelques semaines un rapport d'une instance gouvernementale états-unienne, c'était une priorité qu'il fallait valoriser. Alors évidemment, cette technique, elle est source à des sentiments plus chagrins, et il y a quelques semaines encore, il y a eu, dans la même mouvance, un rapport de la Commission d'accès à l'information, j'évoque celui-là, mais il y en a des tonnes, mais celui-là à quelques jours, donc de la CAI, qui, par rapport à cet équilibre entre d'un côté l'utilisation de données et de l'autre la protection des individus, il fallait tenter de trouver justement un équilibre qui soit bien dosé. Donc, relativement à cette santé mobile, j'aimerais évoquer, en fait, me semble-t-il, les deux grandes fonctions que l'on peut associer au droit. C'était d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de dire, mais c'est une prof états-unienne qui est maintenant à la retraite, Claire Dalton, qui évoquait cette double notion, qui est devenue médecin d'ailleurs, elle est devenue une acupuncteur, ou acupunctrice, je ne sais pas comment dire, mais double compétence, et elle évoquait les deux fonctions principales du droit. Le premier, c'est de contrôler les actions, et de l'autre, c'est que le droit, à bien des égards, peut être un outil qui peut être utilisé par les citoyens. Alors, relativement, encore une fois, au côté plus chagrin, effectivement, le droit est là pour établir des normes comportementales en termes de protection, s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination, notamment, je vais y revenir évidemment, par rapport à l'utilisation des données, s'assurer d'un contrôle des actions, s'assurer, en bout de ligne, d'avoir une justice naturelle qui soit inhérente à ces règles. Et sur l'aspect plus fonctionnel que le droit est susceptible de présenter, ça peut être un véritable outil qui en premier lieu, première fonction, première utilité, peut jouer un rôle de guide en établissant le chemin à suivre. Et dans le domaine de la santé mobile, évidemment, vous êtes en attente de normes qui vont pouvoir vous dire dans quelle direction aller.
mais aussi le droit comme outil, et c'est présent dans un certain nombre de lois notamment, et de doctrines. Le droit doit, à bien des égards, favoriser l'innovation. Et j'évoquerai un auteur états-unien, encore une fois, Adam Thierer, qui d'ailleurs d'une manière très différente de la vision européenne, qui dit attention, si vous mettez trop de droits partout, ben vous allez avoir un effet inhibant, empêchant le développement de certaines technologies. Et lui notamment se plaît à critiquer le principe de précaution sans lequel, selon lui, on n'aurait jamais inventé la roue s'il avait existé à cette époque-là. Alors, je reviens sur la distinction faite par Stigler sur le pharmacon tout à l'heure, avec le médicament et le remède à la fois. La première partie que j'aimerais évoquer rapidement, c'est, et puis rapidement parce que ça a été présenté tout à l'heure, puis je crois qu'il y a des éléments que Catherine va évoquer aussi, je voudrais évoquer d'abord le fait que le médicament demandera d'être apprivoisé, et le droit, à cet égard-là, peut être un outil assez utile à cet égard-là. Et ensuite, il faudra montrer, et je prends toujours la terminologie qui est la vôtre, je voudrais montrer aussi que le fait d'apprivoiser ce droit-là va nécessiter, j'aime pas trop la notion d'équilibre, mais assurément une posologie pour s'assurer ce que l'on peut être capable de faire. Alors, sur le médicament, en premier lieu, et vous l'avez évoqué un peu ce matin, et je suis sûr que durant la journée ce sera la même chose, on se rend compte que c'est une notion qui est en santé, qui est très à la mode. Tant au niveau des faits qu'au niveau du droit. Alors, au niveau des faits, comme juriste, il est toujours assez intéressant de regarder l'objet d'analyse que constitue une technologie, et c'est assez étonnant de voir donc, le droit qui est supposé être docte, avec un rapport au temps qui est différent. C'est intéressant de voir le contraste avec l'émotion qui suinte quand on parle de technologie. Il y a un sociologue de technologie italien, Vincenzo Susca, qui parle de la technomagie, qui parle de cet aspect très émotif par rapport à l'introduction d'une nouvelle technologie. On y voit, à bien des égards, des tendances à l'abomination. Mon Dieu, c'est terrible, c'est excessivement dangereux, il faut faire attention. Puis de l'autre, on a vraiment l'impression que ça va nous sauver le monde. Et puis d'ailleurs, chez les philosophes, vous avez les pro-technologies, à Michel Serres, vous avez les contre, qui sont très méfiants vis-à-vis de l'introduction, tout feu tout flamme, des nouvelles technologies ou applications. Vous avez d'autres auteurs, il était venu d'ailleurs au CRDP il y a quelques mois, Eugénie Morozov, qui lui a un point de vue encore plus revendicatif et qui dit mais attention, les technologies à la Google, à la Facebook ont une volonté derrière tout ça très oppressive. Il y a une volonté d'inculquer des manières de faire, des manières totalement opaques aussi quand l'utilisation est donnée, et il faut faire attention à ce solutionnisme technologique. Il a fait un livre notamment où il critique le fait que très souvent on considère les technologies comme le piton sur lequel on va appuyer et on va tout solutionner. Plus anciennement, Jacques Ellul est aussi un auteur, professeur de droit à l'origine, d'histoire du droit, qui en 86, il a surtout travaillé sur la société technique dans les années 50, mais en 86 il a écrit un brûlot anti-technologie sur le bluff technologique où il évoque la nécessité de faire attention par rapport à encore une fois, à ces adoptions très émotives de technologies sur lesquelles, encore une fois, il faut faire attention. Donc, vous avez des faveurs sur le plan factuel, mais aussi des défaveurs qui souvent sont basées sur du ressentiment. Pour tous les parents ici qui ont des enfants qui ont utilisé l'iPad, c'est fascinant de voir le nombre d'études qui vous dit que c'est fantastique l'iPad, et des études aussi sérieuses qui vous disent mon Dieu, c'est catastrophique. Donc on est encore sur le plan factuel, me semble-t-il, à une époque très adolescente, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, étant donné l'ampleur de la révolution. Cette faveur ou cette défaveur, ce caractère émotif, on le retrouve également dans le droit. Et je vais prendre simplement un seul exemple. La loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, à son article 3, dit que le ministre doit effectivement favoriser l'introduction des technologies. Donc, au plus haut lieu, on veut s'assurer de l'introduction. Et de manière plus générale, je référerai simplement, faute de temps, à un blog que nous avons écrit avec Catherine, qui est disponible sur sa chaire,
où on identifie des études internationales qui évoquent, sans aucune gêne, je veux dire, la nécessité d'aller vers l'avant, vers une introduction plus grande des technos. Alors, loin de moi le fait de critiquer cette mise en avant, parce qu'effectivement, les possibles sont considérables. Alors, moi, au départ, je suis un spécialiste de la gestion documentaire. J'entendais des bibliothécaires tout à l'heure, là je ne suis pas très loin de ce domaine-là, et c'est au niveau de la preuve, notamment comme juriste, que je m'intéresse à ces éléments-là. Et il ne fait aucun doute que ces technologies ont un potentiel en termes de fonction documentaire à toutes les étapes du cycle du document, qu'il soit numérique, enfin un document sur l'application, un fichier dans une application est une forme de document. Et donc, à toutes les étapes du cycle du document, et là je suis vraiment dans la bioéconomie, dans les sciences de l'information, que ce soit de sa création jusqu'à sa destruction, pour reprendre une expression qu'on trouve dans une loi québécoise, vous avez des changements par rapport à l'introduction de ces applications mobiles. La première, c'est sur la création. On a donc la possibilité maintenant d'avoir des patients, des individus qui vont générer eux-mêmes du contenu. Traditionnellement, et d'ailleurs les lois sont basées sur ce modèle-là, traditionnellement c'est le médecin qui retient de l'information, qui collecte lui-même de l'information et qui la garde pour lui. Là, on a une situation, on a un changement de paradigme très grand, c'est-à-dire que la création, la production de contenu, d'informations relativement à la santé de l'individu, peuvent être créés par l'individu lui-même. Donc c'est un bouleversement déjà qui est considérable. Je ne vais pas faire toutes les étapes, mais en matière de consultation également, vous avez un changement, vous avez un accroissement véritable quant à la capacité d'accéder à un contenu intéressant pour le patient. C'est peut-être l'un des bouleversements le plus grand. Les médecins détestent qu'un médecin arrive en disant « je suis allé voir sur Google » et puis en fait c'est peut-être plus grave que ce que vous pensez. Mais peu importe, justement, ces applications peuvent être un moyen d'avoir un accès à de l'information plus juste que celle qui est simplement disponible sur Google. Gros changement également sur la conservation des données. Parce qu'à bien des égards, le patient maintenant a une maîtrise, a un certain contrôle sur ses propres données, ne serait-ce que par le téléphone dont il dispose, qui se perd très facilement, et sur lequel il va y avoir, dans le meilleur des cas, un mot de passe pour accéder au contenu. Donc, alors que dans l'ancien modèle, la sécurité était le monopole du gestionnaire des données, donc en l'occurrence le médecin, qui d'ailleurs dans la loi a l'obligation de garder les données patients dans l'officine du médecin. Le paradigme, c'était que la protection est associée à l'immobilisation des données. Ici, on a un modèle qui est complètement différent. Au contraire, les données circulent. Les données sont, à bien des égards, situées à différents endroits, et notamment sur le téléphone cellulaire de l'individu. Et sur la destruction, là encore, il y a une capacité de contrôle de la part de l'individu qui m'apparaît plus grande. Donc, à toutes les étapes, et je m'excuse d'aller aussi vite, mais il y a un véritable bouleversement de la gestion documentaire. Vous avez évidemment des possibles en termes de fonction médicale, et ça, je ne veux pas les traiter, tout simplement, et surtout parce que je n'ai pas la compétence, je vais simplement les nommer, je ne sais pas si tu auras l'occasion d'en parler, Catherine, mais le premier élément qui est facile, c'est de même dans le résumé, Christine, de la conférence d'aujourd'hui. Il y a une capacité très grande d'autonomiser le patient et aussi d'individualiser les soins qui lui sont offerts. Deuxième point, et je vais peut-être être un peu plus juridique, c'était mon mandat, et évidemment, ce médicament donne lieu à une posologie. Et le droit peut être un moyen, et évidemment pas l'unique moyen, mais le moyen pour contrôler cette posologie. Et le terme de contrôle est assez simple parce que la notion de contrôle est inhérente à toutes les lois sur la vie privée. En gros, toutes les lois, puis il y a des différences entre les lois, mais le principe est transversal et global, je dirais. Toutes les lois sont basées sur le fait que une donnée personnelle, dont vous avez une définition ici qui est excessivement large, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne. Donc, Daniel Weinstock, McGill, c'est une donnée personnelle, parce qu'il n'y a qu'un Daniel Weinstock à McGill.
Il y en a deux. Donc, ces données personnelles, et ces données personnelles donnent lieu à un certain nombre de modalités de contrôle, et ces modalités de contrôle sont encore plus grandes quand les données sont dites sensibles. Et évidemment, dans le domaine médical, les données sont très facilement sensibles. Je ne vais pas donner une définition de données sensibles, mais facile d'illustrer des hypothèses où des données médicales seront considérées comme telles. Alors, là encore, si j'avais établi 10 grands principes autour de la plupart des lois, et notamment de la loi canadienne, qui répond à l'acronyme de PIPEDA, il y a 10 grands principes qui sont associés à ces lois sur la vie privée. Le premier, c'est la responsabilité, c'est-à-dire que le gestionnaire des données a l'obligation d'être diligent dans la gestion documentaire qui contient des données personnelles. Donc tout fichier, quel qu'il soit, qui contient des données personnelles, puis on a vu que la définition était très large, doit être géré avec une certaine diligence. Vous avez aussi un principe qui peut intéresser les données médicales, évidemment, c'est que quand vous collectez des données, quand vous traitez des données pour une finalité donnée, vous n'avez pas le droit d'utiliser, sauf consentement de l'individu, pour une autre finalité. Donc quand, par exemple, vous avez collecté des données patients sur un client, un exemple qui m'est arrivé 3 fois, 3 enfants en Sainte-Justine, à chaque fois, je recevais des compagnies de lait en poudre par la poste, chez nous, un bidon de lait. Comment ont-ils su que, 1, j'ai eu un bébé, et puis que 2, le bébé était... j'ai l'impression qu'il était un peu vulgaire, qu'il était un peu mou du téton. Il ne prenait pas le sein, donc il fallait lui donner un substitut. Donc forcément, on a utilisé des données pour une finalité autre. Puis c'est pas dangereux, c'est sans doute illégal. Alors c'est pas problématique, mais c'est sans doute l'utilisation. On pervertit la donnée première, qui était les données personnelles patients, pour une finalité qui était de soigner une patiente en l'occurrence, pour des fins marketing. Et ça fonctionne d'ailleurs. J'ai toujours utilisé le même bidon pendant 4 ans. Le consentement, ici, est à la base basé sur la notion de contrôle, c'est-à-dire que le patient a la capacité de dire oui ou non, on peut utiliser ce données-là pour cette fin notamment. La sécurité, et dans le domaine numérique, sans doute que l'aspect sécuritaire est encore plus grand. Et la transparence, puis je ne peux pas avoir les 10 principes, mais c'est là encore une obligation quant à la façon dont les gestionnaires de données personnelles gèrent les données. Alors, sur cette notion de contrôle, il y a 3, à mon avis, grands acteurs qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte pour contrôler ces données. Alors le premier, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, ce sont ce que j'appelle les gestionnaires de données. En gros, c'est les entreprises qui ont un accès, qui collectent les données, qui conservent les données, qui traitent les données. Ce sont évidemment les acteurs principaux sur lesquels il faut mettre en place, et le droit en met, des balises pour limiter, je dirais, les appétits d'utilisation et de traitement des données. Et là, je réfère évidemment à cette notion de données massives qui est considérée comme le pétrole de demain. On a à l'Université de Montréal, on a reçu une immense subvention, on ne parle que de ça chez nous, de l'autre côté de la colline, une immense subvention en intelligence artificielle. Le projet Ivado, Joshua Bengio est à la tête de ça, 94 millions, rien que ça, associés à ce projet-là. Et c'est fascinant, les choses qu'ils sont capables de faire, qu'ils veulent faire avec le traitement des données, et notamment dans le domaine de la santé, le tout avec une considération éthique et juridique absolument absente. Alors oui, on verra plus tard quand on l'aura fait, alors que justement, sans doute qu'il faut intégrer dès le départ, je dis juridique et éthique, mais en fait c'est sciences humaines en général. C'est vraiment un projet de sciences dures. Or, à plusieurs aspects, à plusieurs endroits dans le droit, il y a une obligation en premier lieu d'avoir une gestion diligente des données qui passe d'abord par une gestion sécuritaire
des données. Et encore une fois, je vous disais qu'avec les données numériques, l'aspect sécuritaire est encore plus important parce que le potentiel de réutilisation des données, de copiage des données est multiplié par rapport aux informations qui ont été fichées sur un support physique, sur du papier. Et peut-être la loi auquel souvent les entreprises font référence, et à mon avis c'est une bonne idée, c'est une loi états-unienne, mais c'est une bonne idée que de référer parce que c'est la loi qui est allée le plus loin dans les obligations en termes de gestion documentaire, en termes de sécurité. C'est la loi dite IPA, qui correspond à l'acronyme en question, où on va très très loin, c'est 5 minutes, où on va très très loin dans les obligations en termes de sécurité, alors d'ailleurs qu'il n'y a pas de loi générale sur la vie privée, mais il y a des lois dans le domaine financier, dans le domaine de la santé. Et on évoque notamment si la solution de l'anonymisation est une solution intéressante. Alors oui, c'est intéressante, même s'il y a certains auteurs qui font état du fait que cette solution d'anonymisation est sans doute intéressante, mais il y a sans doute des possibilités de re-identifier les données qui ont été au préalablement anonymisées. Donc c'est une solution qui est valorisée d'un côté, contestée dans l'autre. Je fais état à un rapport du Federal Trade Commission aux États-Unis, là encore, qui évoque la nécessité de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que cette déidentification ne soit pas, se fasse de manière correcte, et surtout, en fait, qu'on interdise la réidentification. Parce qu'à bien des égards aussi, par rapport aux données numériques en général, mais aux données personnelles numériques, mais particulièrement aux données de santé numériques, il y a des hypothèses assurément où on ne peut pas utiliser les données, où il faut interdire l'utilisation des données sur la base tout simplement des principes de responsabilité civile, et je prends ici un article du Code civil, sur lequel on ne peut pas faire de discrimination et on ne peut pas créer de dommages avec certaines données. La seule illustration que je donnais à cet égard-là, c'était la compagnie Target notamment, vous avez peut-être entendu parler de cette affaire-là en 2012, qui avait envoyé de l'information sur des produits liés à la grossesse. Le père avait contacté Target, mais pourquoi vous m'envoyez ça? Il n'y a aucune raison. Et en fait, il a rappelé plus tard pour dire, en fait, oui, j'ai appris après vous, en fait, que ma fille était enceinte. Donc, s'assurer encore une fois qu'il faut limiter, d'ailleurs il y a eu le commissaire à la vie privée qui a limité notamment Google, par exemple, à faire de la publicité comportementale pour les données liées à la santé. Donc véritablement, on a de plus en plus des tendances à responsabiliser les plateformes, les gestionnaires de données qui voudraient utiliser les données de santé pour des fins mercantiles. Le deuxième moyen de contrôler en 3 minutes, et là ça va aller très vite, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'individu a une capacité de contrôler ses propres données. Et ça passe toujours par le contrat, le fameux contrat, qui est malheureusement passablement perverti dans la mesure où il souffre, et je prends encore une fois l'allégorie médicale, d'un certain nombre de pathologies. Les contrats sur les écrans, c'est un peu comme l'oxygène, il y en a tellement que vous ne pouvez plus respirer. Ce sont des contrats au kilomètre, ce sont des contrats au kilo, qui à bien des égards sont faits, j'en suis persuadé, pour être sûr qu'on ne les lise pas. C'est un peu comme la chanson de Dalida, là, des mots, encore des mots. Et ça s'aperçoit dans le contrat Facebook. J'ai une tendance insomniaque et j'ai toutes les copies des contrats Facebook et on voit une inflation qui fait que maintenant Facebook, et c'est complètement aberrant, est plus long, le contrat Facebook, que la Constitution américaine. La deuxième problématique par rapport au contrat sur des mobiles, c'est la lisibilité. Alors, je disais que c'était déjà difficile de lire sur un écran, mais imaginez sur un écran de cette taille-là. Et il y a plusieurs, et ça j'attends de personne, c'est une vieille référence. Là. Je suis quand même un peu tenté d'évoquer un prof de com devant des gens de com, mais Jacob Nielsen a été, il y a des gens longtemps capables de mesurer les différences de lisibilité d'un écran sur le papier et à bien des égards les défauts qui sont associés à la lecture écran par rapport le dernier point que je traiterai en fait c'est donc on a vu qu'il y a un contrôle
par les entreprises, il y a un contrôle par les individus, mais sans doute faudrait-il aussi des contrôles par des instances tierces, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Alors, si je prends la loi IPA que j'évoquais tout à l'heure, à bien des égards, dans IPA, il y a une éloge, ce que j'appelle une éloge de la documentation, c'est-à-dire qu'on oblige les compagnies à documenter leur manière de faire. Et à la suite de ça, il y a des audits internes qui sont faits par les entreprises, et parfois des audits externes aussi, qui a été évoqué ce matin, qui peuvent donner lieu à des labels qualitatifs. Alors, c'est une solution qui est souvent évoquée depuis longtemps dans le domaine du commerce électronique, qui est un de mes champs de compétences. Depuis les années 90, on évoque ces labels, et ça, pour l'instant, à date, là, ça n'a jamais fonctionné. Pour une raison première, c'est qu'il y avait une trop grande variété de labels, et que face à cette variété de labels, on ne savait plus tellement auxquels se fier. Je veux simplement faire état que, notamment dans certaines lois européennes, on a remis au goût du jour ces questions de labels, et notamment dans un règlement européen qui a été adopté au mois d'avril, on évoque la nécessité pour les instances gouvernementales européennes de mettre de l'avant un label. J'avais un dernier point sur, en fait, qui était une main tendue. En fait, je vous ai parlé beaucoup de droit, mais en fait, je ne vais pas le temps de développer. Je vais laisser tomber. Mais je vais résumer en 2 mots, simplement vous dire que, effectivement, les lois relativement à la vie privée dans le domaine du numérique évoquent uniquement des grands principes et souvent s'évertuent et se limitent à ça, à faire une main tendue vers des normes plus industrielles, des normes de type ISO, des normes de type ANSI, des normes marchées. Et c'est très intéressant. Je pense que c'est une réponse très rapide, à bien des égards plus adaptable à un domaine qui est évolutif, qui est changeant, qui est fluctuant. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus se leurrer que derrière ces normes-là, il y a des manières de faire, il y a des standards qui sont rédigés, qui sont produits par l'industrie elle-même. Donc comme juriste, je crois qu'on n'a plus le temps, j'ai bien cette expression que je dis des fois, de mettre les mains dans la norme, c'est-à-dire de ne pas se limiter aux lois, à la jurisprudence, à la doctrine, mais d'aller voir comment et quelles sont les dispositions qui sont prévues dans ces textes-là. Merci beaucoup.